Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire aujourd'hui la partie 2 de la série Scalping, tout simplement pour avancer un petit peu plus vite que prévu, parce que les vacances vont vite arriver pendant l'été et je préférerais éviter de laisser traîner ça sur la durée. Donc on a fait la partie 1 hier sur la psychologie, aujourd'hui on attaque la partie 2 qui sera un peu plus courte sur la partie technique. Comment on applique tout simplement la stratégie qui fonctionne sur tous les time frames, mais comment on l'adapte pour la rendre un petit peu plus efficiente sur les time frames de court terme. Il y aura évidemment, et le plus gros du travail sera fait en partie 3, celle qu'on va essayer de traiter d'ici la semaine prochaine, si j'ai le temps de réouvrir le compte, d'avoir accès aux flux futurs et ainsi de suite, parce qu'il faudra donc parler du carnet d'ordre. Donc si j'ai le temps, j'espère la semaine prochaine, puisque la semaine d'après je serai en vacances. Donc voilà, si je peux essayer de boucler ça d'ici la semaine prochaine pour que ce soit fait le plus vite possible, on va essayer de le faire. Donc on avance ce matin. De toute façon en intraday les marchés sont chiants, donc on va pas perdre notre temps, on va essayer d'aller direct à l'essentiel. Donc essayer de faire la partie technique. Alors, il faut bien d'abord être conscient d'une chose. La stratégie technique, c'est la même toujours, c'est-à-dire que les règles de base de la stratégie, c'est le socle que vous utiliserez en scalping, comme en intraday, comme en swing, les règles sont toujours les mêmes. Donc à ce stade-là, j'espère que vous maîtrisez quand même l'application de la stratégie, si vous voulez vous foutre en scalping. Donc, comme on l'a dit, et ça a été bien précisé hier dans la première partie, j'insiste bien là-dessus, ça n'est absolument pas possible de faire du scalping pour des débutants. Il faut d'abord maîtriser la stratégie technique. Pour ça, je vous recommande sincèrement d'aller l'apprendre sur des UT intraday. C'est le mieux, c'est ce qui correspondra le plus de profils. Pour ces raisons qu'on a vues hier, le swing trading, ça va tout simplement emmerder certains profils qui ont un besoin naturel de rapidité et qui vont s'emmerder littéralement sur les UT swing. De même que le scalping est un énorme danger pour eux. Donc il faut faire très attention à ça. Moi je vous recommande toujours l'intraday, c'est les time frames les plus adaptés pour apprendre la stratégie. Et une fois que vous commencez à apprendre la stratégie, si vous avez des profils compatibles avec le scalping et que ça vous intéresse, et je rappelle, ça concerne en réalité très peu de personnes, la plupart des gens qui vont aller là vont soit perdre du temps, mais en tout cas très peu sont ceux qui arriveront à y durer longtemps. Bref, donc admettons que vous avez compris tous ces trucs-là, ok. Donc la base de la stratégie est maîtrisée, vous la comprenez, vous avez capté ce que c'était que la gestion du risque, d'accord. Là, vous êtes en train donc de vous orienter. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans les étapes de maturité de vos apprentissages en trading. Normalement, il vous faut entre 3 et 6 mois pour apprendre à bien piger comment fonctionne la gestion du risque, apprendre une stratégie de préférence qui gère bien le risque. Une fois que vous maîtrisez ceci, vous pouvez commencer à orienter votre stratégie, la personnaliser. 3 à 6 mois, c'est vous cherchez même pas à comprendre. Vous prenez le package que je vous donne, vous cherchez pas à triturer les choses, vous apprenez comment ça fonctionne. Une fois que vous avez capté comment ça fonctionne, vous êtes capable d'appliquer la stratégie sans douter à chaque seconde de ce que vous êtes en train de faire, que vous avez commencé à prendre au moins, je sais pas, 200, 300 trades, et que là, vous commencez à vous dire, ok, c'est bon, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait plus penser un trade, mais 10, 20 trades, et que sur 20 trades, je gagne toujours. Quand vous avez vraiment compris ça, et que vous êtes vraiment capable de l'appliquer, c'est super. Normalement, ça vous prend pas plus de 6 mois. Ça peut prendre plus, encore une fois. Si vous y arrivez toujours pas au bout de 6 mois, il ne faut pas vous jeter la pierre. Chacun son rythme et on n'est pas là pour réussir plus vite que les autres. Vous êtes surtout là pour réussir le plus vite possible par rapport à vos propres capacités. La compétition débile de combat de quéquette entre qui est plus fort, qui est moins fort, ça ne sert à rien. Ça ne vous fait pas avancer plus vite. Donc en réalité, c'est un poids que vous vous mettez si vous vous comparez aux autres. Donc, maîtrise de la stratégie et évidemment, vous ne tombez pas dans les biais psychologiques dont on a parlé juste avant hier. C'est-à-dire que si vous êtes très probablement assez fortement incompatible au scalping, n'allez surtout pas vous amuser à perdre votre temps là-bas. Bref, donc, quelles vont être les petites nuances, d'accord, qu'on va retrouver sur les UT de court terme par rapport aux UT typiques d'intraday, 15 minutes, tout ça, voilà. Donc, le scalping, déjà, ça va se faire au time frame le plus court possible. Peut-être que dans le futur, on fera une partie 5 si un jour TradingView veut bien nous sortir les tick charts. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont avoir les yeux qui s'ouvrent dans tous les sens. Le tick chart, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, tout simplement parce que ce n'est pas encore une fonction qui est proposée sur TradingView. Et moi, je vais vous proposer cette série de scalping en utilisant la plateforme TradingView. Donc on va faire avec les capacités de la plateforme. Ils m'ont dit que c'était sérieusement en travail les tick charts et que ça arriverait. Donc,
Si ça arrive, et le jour où ça arrive, on fera éventuellement une partie 5 pour utiliser le tick charts dans les stratégies de scalping, parce que c'est extrêmement performant dans ce type de contexte-là. Donc ce sera un petit plus, encore une fois, de la stratégie que malheureusement donc, je ne peux pas vous présenter aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, on va à court terme, mais la stratégie, c'est la même. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez la stratégie intraday, la base, d'accord? C'est ça. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qu'on fait en intraday, on regarde la structure du cash, d'accord? Et là, vous allez devoir faire la même chose. Cette étape, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire, regardez la structure donc, du marché cash en daily. Là, il n'y a pas besoin d'aller en horaire. On regarde juste s'il y a des gaps, s'il y a des zones techniques, donc notamment des gaps, on va dire des aimants techniques à proximité, oui ou non. Parce que ces aimants, ils vont extrêmement fortement impacter le pricing en intraday. D'accord? Un gap, c'est comme ça, un jour vous l'apprendrez, vous le comprendrez, ou vous ne le comprendrez pas, mais vous l'appliquerez. Le marché veut le refermer, c'est comme ça. Et évidemment, un gap cash, quand il y en a un tout près, le marché va vouloir le fermer. Ce qui fait que si vous avez des signaux techniques, admettons 2 points en dessous de la clôture d'un gap, vous savez qu'il faudra attendre les 2 points de plus qu'on ferme le gap, point barre, parce que c'est comme ça, le marché voudra le fermer, et que vous évoluiez ou non, si vous vous positionnez plus bas que les 2 points, c'est-à-dire 8 ticks, si vous vous positionnez 8 ticks plus bas que la zone technique, vous allez vous faire enfumer de 8 ticks. Voilà. Donc il faut bien comprendre le truc, c'est que il y a des zones sur lesquelles il faudra altérer le jugement technique pour des raisons structurelle des prix, de structure de prix, et notamment les gap cash en font partie. Donc ça, c'est la première des choses à pas oublier de faire quand vous faites un scalping, toujours regarder la structure du marché cash. L'autre règle, et là, elle est extrêmement importante, qui vient s'ajouter par rapport aux règles de base de la stratégie, ça ne concerne que le scalping, d'accord ? Interdiction formelle d'aller scalper les actifs non liquides. Alors, je vais aller droit au but, d'accord ? Pour moi, scalper le DAX, c'est une grosse connerie. Scalper le Dow Jones, à la limite, mais ça reste aussi une grosse connerie. C'est pas l'intérêt. On scalpe toujours l'actif le plus liquide, c'est-à-dire qu'on scalpe le S&P 500, on scalpe l'Eurostoxx 50, mais on scalpe pas du DAX et on scalpe pas du Dow Jones. Alors, il y en a qui le font, encore une fois. Je vous donne des règles que moi j'ai apprises. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui font pas ces règles-là sont des vilains mauvais. Hier, je vous ai cité 2-3 noms, et il me semble d'ailleurs que Benoît, il fait du Dow Jones, si je ne me trompe pas. Bon, moi j'ai appris comme ça, donc je vous apprends ce que j'ai appris, et pour moi on scalpe le liquide. Donc on scalpe le truc qui nécessite d'exécuter le plus gros montant pour bouger d'un tick. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les ticks et tout ça, parce que on va quand même repartir à la base de tout. Mais donc, d'abord, première étape dans l'intraday, vous faites votre vérification des zones techniques majeures qui peuvent considérer et altérer le pricing en intraday. Okay. Deuxième chose, obligatoire, calendrier économique. Et là, vous allez prendre toutes les stats, pas simplement les grosses et les moyennes. Voilà, il faut savoir tout ce qui va se passer dans une journée. On ne se positionne pas juste avant en scalping. D'accord ? C'est clair et net. C'est impossible de vous positionner avant et vous allez le voir dans le carnet. C'est-à-dire que normalement, quand on s'approche d'une statistique qui va faire un peu décaler les marchés, vous allez voir que le carnet va se vider. Donc ça, on va le voir, on le verra et on le détaillera un petit peu plus dans la partie carnet d'ordre et lecture de ce dernier. Donc, on regarde ces catalyseurs, mais c'est pour que vous ayez le schéma de pensée. Je vais le noter pour que vous captiez un peu le truc. Donc, on ne va pas le noter là. Je ne sais pas comment faire. Mais si, on va faire des notes ancrées. C'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Voilà, Anchor Text. Donc, on va se faire ça, d'accord ? Donc, l'étape 1, c'est évidemment vérification du cash. D'accord ? L'étape 2, c'est la vérification. On va pas mettre vérification à chaque fois, on va pas se faire chier. Donc calendrier écho. D'accord, c'est absolument obligatoire. Si vous sautez ces étapes, vous êtes dans la merde. 3, on va le voir juste derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça ? Rappelez-vous, quand on fait notre stratégie intraday, on fait daily et ensuite on va en horaire pour se trouver un cadre technique. Et je vous dis toujours, on ne tradera jamais contre le cadre technique en horaire quand on fait de l'intraday. C'est le truc qui va borner de toute façon votre intraday. Donc ça vous permet de trouver les bornes maximales. D'accord ? Normalement, on vient ici et on dit, ok, là c'est que de la vente et on cherchera agressivement des ventes en intraday, d'accord ? Et là c'est que des achats, toujours pareil. Donc en fait, les zones techniques horaires, on se dit, il ne faut pas chercher plus loin. Alors pardon, normalement on ne le fait pas sur le cash, on le fait sur le futur, mais c'est un peu le même principe. D'accord ? Le principe est de dire quelles sont les zones où la liquidité en intraday va être
unipolaire. D'accord? Ici, c'est que des achats. On arrive là, c'est même pas la peine, si on devait finir là ce soir, d'imaginer qu'il y a une vente possible ici. Là, ce sera que des rachats de positions vendeuses. Okay? Là, ce sera que des ventes. C'est donc, on borne son marché en intraday, des bornes extrêmes, des zones dans lesquelles, si on arrive avec nos ordres intraday, on prend les profits immédiatement, ou on joue des reverse. On va faire la même chose en intraday, mais décalé d'un cran. C'est-à-dire qu'en intraday, en scalping, ce qu'on va faire, c'est qu'on va borner le marché, mais un cran en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre le 15 minutes comme référent, d'accord? Et c'est dans les bornes 15 minutes que vous allez évidemment scalper. Que vous allez borner votre scalping. Ce qui fait que si aujourd'hui on devait faire du scalping, on ferait comme on fait en intraday, sauf qu'on décale tout d'un cran. D'accord? Au lieu de faire de l'horaire, on fait le 15 minutes et on vient noter les zones dans lesquelles notre 15 minutes est borné. D'accord? Donc dès qu'on rentre dans le contexte ici, on sait que tout ce qui se trouve au-dessus, c'est plutôt que du short. Donc là, on se dirait, c'est là ma zone à shorter, pardon, pas longue, c'est là ma zone où je ne peux prendre que des ventes, mais on va scalper dans cette zone. D'accord? C'est-à-dire que dans cette zone, ce qu'on va faire, en tant que scalper, c'est l'inverse. C'est là où ça va vous paraître un peu tout bizarre. C'est-à-dire que dans la zone de vente, on va acheter. Et après, on vendra. Mais d'abord, on va exécuter le carnet d'ordre. Alors ça, vous le comprendrez dans le carnet. Et je vous expliquerai ça quand on aura le carnet. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais c'est de vous dire, voilà, là, vous voyez bien qu'on est dans un range baissier pour l'instant, voire peut-être même un breakout baissier à venir. Bon, ça sent plutôt le range baissier pour l'instant. Donc c'est de dire les supports se trouvent sous le contexte, d'accord? Les résistances se trouvent dans le contexte et au-dessus. Ok? Donc c'est bien ça, hein, c'est de dire c'est ces bornes-là qui vont attirer les prix aujourd'hui. C'est dans ces bornes-là qu'on va pouvoir scalper précisément. D'accord? Je vous apprendrai tout le reste, après il faudra lire dans le carnet d'ordre. Ok? Et il faut bien comprendre que tant qu'on ne vient pas chercher les zones 15 minutes, vous ne pouvez pas scalper. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant de scalper au milieu. Surtout quand on est dans des zones de range, aller scalper les zones de volume, c'est la première des choses que vous ne ferez pas. Première règle, d'accord, dans la partie et dans la stratégie technique, un scalper ne travaille que dans les zones de demande. Si vous travaillez dans les zones de supply, les zones où il y a du volume, vous êtes mort. Alors pas mort, mais en tout cas, vous ne faites pas un job de scalper comme il faut. Alors combien de fois j'en vois des scalpers trader dans ces trucs-là? Je ne vous raconte pas la merde dans laquelle ils se foutent. Donc il ne faut pas faire ce genre de truc. Alors là, effectivement, c'est là où vous allez avoir le plus grand taux de réussite. Hein. C'est-à-dire que trader là-dedans, c'est ultra facile en fait. Vous vous foutez là, que vous achetiez ou que vous vendiez, si vous visez 2 points de gain, vous les aurez. Voilà. Tout simplement parce qu'ici, le marché va balayer et compagnie. Par contre, là, vous prenez une news, vous vous faites déchirer la gueule immédiatement. Une news ou un tweet de Trump qui sort de n'importe où, hein, voilà, un truc pas trop prévu, un truc qui n'était pas dans les calendriers économiques. Vous prenez ça, je vous dis tout de suite, si le marché il est polarisé, il va partir directement de la zone de supply chercher la zone de demande. Ce qui fait que si vous êtes positionné là, en train de viser vos 2 points à la con, et que d'un coup, d'accord, vous prenez une news et le marché va chercher la zone de demande. Il va partir tout de suite là, boum, il va venir ici, il va vous arracher la gueule. Ça peut se faire en quelques secondes. Et si vous n'êtes pas réactif, les secondes coûtent très cher en scalping. Donc, on ne scalpe pas par définition les zones de supply parce que c'est dangereux. C'est très facile, encore une fois. Ça paraîtra extrêmement plus facile d'aller trader là-dedans et vous verrez tout un tas de gugus avoir ce type de stratégie. Ça, c'est des scalpers qui ne dureront pas, tout simplement parce qu'ils ne gèrent pas les risques réels, c'est-à-dire le risque de se faire arracher la gueule en partant d'une zone de supply vers une zone de demande. Alors que dans une zone de demande, vous verrez tout de suite une chose se mettre en place, c'est que ici, vous allez pouvoir trader avec un risque positif. Avec une gestion, avec un risque très faible. Vous allez gérer le risque dans ces zones-là. Tout simplement parce qu'ici, il y a de la demande. La demande, elle est très forte, ce qui fait qu'ici, il va y avoir une volonté d'aller dans cette zone-là pour chercher des ordres. Mais vous allez voir que dans le carnet, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre. Et c'est ça qu'on met à profit. En tout cas, moi, c'est cette stratégie-là que je mets à profit. Alors, des stratégies de scalping, il y en a plein. Qu'on soit d'accord, il y en a autant qu'il y a de traders qui scalpent. Bon, comme on a vu hier, il n'y en a pas beaucoup qui se calment. Donc, je ne vous donnerai pas une stratégie miracle, je vous donnerai une stratégie qui fonctionne. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la pondérer, la mélanger avec d'autres stratégies, mais d'abord, vous la prenez telle qu'elle. D'abord, vous maîtrisez, quand vous maîtrisez, ensuite, vous personnalisez et vous commencez à mélanger avec les stratégies d'autres scalpers, par exemple, en vous inspirant, hein, toujours pareil, d'abord, on copie, et puis, ensuite, on personnalise. Copier, ça sert juste à introduire. D'accord ? C'est de dire, je prends tel quel pour comprendre. Une fois que j'ai compris, je personnalise. Ok ?
Donc, le principe, c'est ça. Il faut comprendre que moi, ma stratégie, elle est basée sur ce qu'on appelle l'imbalance. Enfin, l'imbalance. Donc, je ne saurais pas trop le dire en français. C'est compliqué d'ailleurs, ce mot en anglais parle très bien. Mais oui, enfin, l'imbalance, quoi, en gros, si vous comprenez le principe. Donc, c'est de dire, ici, on est ce qu'on appelle dans la balance. C'est-à-dire, c'est là où acheteurs et vendeurs se mettent d'accord, c'est là où on passe le plus clair de notre temps, et c'est là où, pour moi, les scalpeurs à gros danger s'amusent. Et c'est les zones où il faut surtout pas le faire parce que c'est facile de faire des points là-dedans, mais par contre c'est très facile de se faire déchirer la gueule un peu de temps en temps. Et si c'est gagner un point par-ci par-là facile pour s'en prendre 30 dans la gueule d'un coup, moi, je ne vois pas l'intérêt, enfin, je vois pas l'espérance de gain positive sur ce type de stratégie. Encore une fois, je ne recherche pas la facilité dans le trading, parce que la facilité ne marche pas, sérieusement. Alors, il y en a qui y croient encore, hein, mais voilà. Tout ce qui est facile, c'est souvent des risques cachés, c'est-à-dire que soit c'est un professionnel qui applique cette stratégie, et il connaît les risques cachés pour ne pas tomber dedans, mais si vous essayez de copier une stratégie simple alors que vous apprenez le trading, généralement, vous allez droit dans le mur, parce que vous allez vous découvrir à votre insu tous les risques cachés que connaît le professionnel, mais que vous, évidemment, vous n'avez jamais, vous n'avez jamais subi, mais que vous subirez au gré du vent et au gré du temps. Donc, on évite les stratégies faible risque, tout simplement parce qu'elles cachent les risques, hein, et que les risques, il vaut mieux que vous ne les preniez pas dans la gueule, bien évidemment. Prendre des risques dans l'agressivité de la stratégie, c'est justement aller dans les zones où les risques sont élevés, mais au moins ils sont visibles. Et là, au moins, vous vous faites déchirer la gueule de temps en temps, parce que le marché va pricer les risques, va pas pricer les risques, pardon, soit vous en bénéficiez et vous prenez un gain. Mais à ce niveau-là, au moins, il y a beaucoup moins de risques cachés. Quand vous tradez dans ces zones-là, vous savez très clairement ce qui va se passer. Vous savez que c'est une zone qui est demandée, soit le marché va se retourner, soit le marché va traverser. Mais au moins ici, il y a un choix rationnel. Alors que là, c'est de dire, bon, on ne sait pas trop ce qu'on fout là, le marché va aller chercher cette zone-là ou cette zone-là, mais on ne sait pas vraiment ce qui va déclencher le mouvement, pourquoi on va partir plutôt sur une zone que sur une autre, est-ce que c'est un flux, est-ce que c'est une news. Donc voilà, moi l'indécision, je ne touche pas, parce que tout simplement, j'ai besoin d'avoir un avantage stratégique pour pouvoir trader et pouvoir réduire mon risque. Donc ce qui m'intéresse toujours, c'est ces zones-là. Donc c'est la même stratégie que l'intraday, c'est plus risqué, parce que les mecs vont vous dire, mais oui, mais Phil, il essaie de jouer les bornes de marché. Bah oui, mais c'est là en attendant où on gère le mieux son risque. Voilà. Donc c'est comme ça, moi en tout cas c'est ça que je vous apprends à faire. En intraday, on fait la même chose, mais on vous le verrez dans le carnet d'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on va se rapprocher de cette zone-là, on ne va pas vendre. On vendra à la fin, mais en fait, on va regarder ce qui se passe dans le carnet d'ordre ici, on va vérifier notre imbalance, qui sera pratiquement 95% des cas présente dans ces zones-là. Je vous expliquerai ce que c'est, ça il faudra voir un carnet d'ordre, et je vous le montrerai. Et quand vous allez avoir votre imbalance sur cette zone-là, bah vous allez tout simplement trader dans le sens de la balance, jusqu'à ce que vous arriviez à un point de rupture. Et ça, je vous expliquerai comment on trouve ce point de rupture. Et ça veut dire que dès que vous allez vous rapprocher de cette zone-là, vous n'allez prendre que des achats. Tant qu'il y aura la zone de demande en volume au-dessus. Vous la verrez dans le carnet, et c'est cette imbalance. Tant qu'elle n'est pas exécutée, vous continuerez d'acheter et de supporter le marché jusqu'à ce qu'on arrive sur la zone d'imbalance. Dès qu'on y arrive, et dès que les premiers ordres commencent à être traités, interdiction formelle d'acheter le marché. Là, vous allez commencer à passer vendeur dans le carnet, et c'est là où ça devient intéressant. On supporte, et ensuite, on résiste. Et quand on résiste, vous tirez 2 ou 3 fois la résistance, et ensuite, c'est terminé. Soit vous voulez garder un trade en intraday, je vous recommande sérieusement de ne pas faire ça au début. Quand vous scalpez, vous ne cherchez pas à comprendre. Votre rôle, c'est de venir chercher la balance, de traiter l'imbalance, et une fois que c'est fait, et que ça repart dans l'autre sens, votre travail est terminé, vous vous barrez, vous avez fini la journée. Normalement, vous aurez exécuté une quinzaine d'ordres à tout péter, rarement plus, parfois ça va prendre un peu plus que ça, d'accord. Mais à chaque fois, c'est un balayage, et hop, vous raclez 5 ticks, 5 ticks, 5 ticks, 5 ticks, 5 ticks, 5 ticks. Donc alors, qu'est-ce qu'un tick? On va aller plus loin. Donc un tick, c'est ce qu'on appelle un mouvement de prix. C'est-à-dire, voilà, là vous venez d'avoir des ticks, là, à chaque fois que ça bouge, voilà, pof, ça c'est un tick. Alors, un jour, il faudra m'expliquer pourquoi les futurs codent pas comme le sous-jacent, mais bon, c'est comme ça. Donc un tick sur le futur, oui, même sur le futur, c'est 0,25. C'est-à-dire que le S&P 500, il cote par pas de 0,25. Alors, je vais essayer d'expliquer ça de manière plus rationnelle. Si on va sur le SPXX et que je vous mets le DOM, est-ce qu'on le voit? Non. Alors là, ils nous mettent un DOM dégueulasse, encore une fois, avec des pas de 0,1. Sauf que, bah voilà, le S&P, ça cote pas par pas de 0,1, ça cote par pas de 0,25, mais voilà, TradingView ne nous le met pas. Bon, c'est pas grave. Donc le principe, c'est de dire, voilà, bon, quand on aura les flux futurs, là, vous le verrez tout de suite. Tenez, on va le faire. On va voir.
même celui-là, il ne va pas coter au quart de point. Putain, j'essaie de réfléchir, hein, qui pourrait faire... oui, je pense que le SP1 doit le faire normalement. Alors, current contract in front, est-ce que lui, il le fait? Putain, non plus. Il me casse les couilles. Bon, normalement, d'accord, le SP1, il cote plus, il cote pas à la dizaine, ou alors, enfin, je sais pas, il faudra que je me renseigne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas scalpé en réalité que ça se trouve maintenant il cote au dixième de point. Mais bon, le tick c'est toujours 0,25. Bref, en gros, ça veut dire le prix, il bouge d'un incrément comme ça, d'une case à la case suivante, et c'est toujours des cases de 0,25. Donc ce qu'on appelle un tick. Un tick, c'est un mouvement de prix, d'accord, tout simplement, et c'est la distance minimale au mouvement de prix, donc 0,25. Et c'est ce qu'on va chercher. En scalping, on compte toujours en tick, c'est-à-dire qu'on cherche à viser un nombre d'incréments de décalage de prix. Ça dépendra des actifs. Moi, je vais vous apprendre à scalper le S&P 500, parce que c'est de loin l'actif le plus liquide au monde, et on va commencer par le plus simple à scalper, en tout cas le plus safe. Et sur le S&P 500, vous verrez, ça dépendra des zones d'imbalance. Tout ça, je vous expliquerai. Il y a des calculs, il y a des pondérations à faire. Toujours pareil, c'est ni noir ni blanc. C'est un peu plus simple une stratégie de scalping, mais il y a quand même des nuances de gris. Hein. D'une part, parce qu'il y a quand même une partie de la stratégie qui reste strictement la même. Donc, c'est de vous dire, quand vous êtes là-dedans, ok, hein, la partie en 15 minutes, c'est la même chose que ce que vous feriez si vous faisiez de l'intraday. Donc il faut évidemment choper vos nuances de gris, contextualiser votre marché, etc. Hein, d'accord ? Ce qu'on fait ensuite, c'est que, évidemment, moi ce que je vous recommande de faire pour quand vous scalpez, c'est de mettre 2 graphiques. C'est-à-dire de jamais quitter votre graphique 15 minutes. Pour des raisons assez évidentes. C'est-à-dire que sur le graphique 15 minutes, si vous l'oubliez, des fois, ça va vous foutre un peu la merde. Alors que nous, on va travailler en 1 minute. Et vous allez voir qu'en 1 minute, on a vite fait d'oublier ces zones ou ces machins, et vite fait d'oublier de son contexte 15 minutes. C'est-à-dire que c'est très... Je vous dis, ça demande une concentration extrême, le scalping. Enfin, pas extrême, mais en tout cas permanente. Tant qu'on n'est pas dans la zone, vous n'en avez rien à branler. Hein, d'accord ? Donc là, par exemple, ce qui se passe ici, ça n'a aucun intérêt, sauf si vous voulez traiter la zone de demande en 3 minutes. D'accord ? C'est-à-dire, normalement, attendez que je vous dise pas de conneries. Ouais, pardon. Donc, voilà, si vous avez capté le truc, hein, là, normalement, donc c'est toujours pareil, je vous ai mis le millefeuille un peu de time frame, c'est de dire, vous pouvez mettre le 3 minutes ici, hein, d'accord ? Et vous dire, les zones, les contextes 3 minutes sont évidemment des signaux plus agressifs que les contextes 15 minutes, mais vous pouvez également traiter la liquidité dans ces zones-là. Si vous avez une imbalance, évidemment, tout ça, il faudra toujours le vérifier. Hein, en fait, il faut vous dire un truc, la stratégie intraday, elle s'applique telle qu'elle, parce qu'en intraday, vous ne tenez pas considération des swings, c'est-à-dire vous ne tenez pas en compte... Vous ne prenez pas en compte la macroéconomie, ce n'est pas nécessaire de faire de la macro quand on fait de l'intraday, au contraire, ça va surtout vous polluer le cerveau. De même que c'est absolument pas nécessaire d'aller traiter les zones de balance, d'imbalance et d'avoir recours au carnet d'ordre quand on fait de l'intraday. Ça peut vous aider, sincèrement, ça peut aider, mais il ne faut pas vous focaliser sur ça. C'est pour ça que je vous recommande d'apprendre toujours sur les time frames intraday. Parce qu'en swing, il y a besoin de comprendre un peu la macro, la base, pas nécessairement de comprendre l'économie, mais de comprendre des bases de macro, comment ça fonctionne, et de savoir faire une lecture macroéconomique. De même qu'à court terme, en scalping, vous allez avoir besoin de savoir lire un carnet d'ordre. Parce que si vous ne le faites pas, bah malheureusement, il y en a d'autres qui le font et ils piqueront votre pognon. Donc, il faut utiliser ces infos. Donc, on commence l'intraday et on pondère. Donc ici, évidemment, à chaque fois, toujours, il faudra vérifier votre imbalance dans le carnet d'ordre, sinon on ne traite pas la zone. Mais à chaque fois qu'on arrive dans ces zones-là, 3 minutes et 15 minutes, vous pourrez éventuellement faire quelque chose. Donc, vous avez plusieurs options. Je vous donne toujours pareil, des setups que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous avez celui-là. Moi, je vous recommande de commencer par lui, parce qu'il est moins agressif, tout simplement parce qu'il vous donne une vision plus globale. Sur celui-là, vous pouvez voir les zones 15 minutes, et vous avez le canal de tendance, qui est donc le contexte en 3 minutes. Hein. Rappelez-vous les time frames. Alors, allez, hop, ça, c'est ce que vous voyez tout à l'heure, ici. D'accord ? C'est ça. Okay, donc là, ici, vous pouvez voir où se trouve votre contexte 3 minutes et votre contexte 15 minutes. En fait, vous pouvez voir la même chose sur le graphique 3 minutes, puisqu'ici, vous avez votre contexte 3 minutes, et ça, c'est votre contexte 15 minutes. Donc, ça dépend, mais je pense qu'il vaut mieux que vous preniez le 15, parce qu'ici, vous avez une vision un peu plus globale de ce qui se passe. Là, vous voyez bien où se trouvent les résistances, vous avez des fibos plus larges. Je trouve ça plus intéressant. Mais de vous dire, ici, il y aura une zone de scalping à faire. C'est-à-dire que là, on arrive sur une zone où, bon, je vous le dis direct, je n'ai pas accès au carnet, mais je sais qu'ici va se produire une zone d'imbalance. Donc là, il y aurait par exemple un truc à faire en scalping. C'est-à-dire que là, il y a probablement un bon paquet d'ordres en attente par là ou ici. Je ne sais pas où ils sont. Soit ils sont ici en demande résistante, soit ils sont au-dessus en demande take profit. Donc on le verra, ça je vous l'apprendrai comment le lire. Mais là, par exemple, il y aurait une zone où tous les pullbacks, sur certaines conditions, on les prendrait pour acheter le marché tant que la zone ici d'imbalance n'est pas exécutée.
Je peux pas encore vous dire où ni comment, et voilà, mais vous voyez qu'ici, on arrive sur les zones 3 minutes, d'accord? Et on est dans le contexte résistant en 3 minutes. Ici, il va y avoir une zone de travail en scalping qu'on va exécuter d'abord à l'achat, puis à la vente, et après éventuellement en breakout. Donc ça, je vous explique tout ça dans la prochaine. Mais il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. L'utilisation de la stratégie, c'est la même pour la mise en valeur des zones techniques dans lesquelles vous allez intervenir. Je vais aller encore plus simple, d'accord? Toutes vos stratégies, toutes vos règles à appliquer pour la prise de décision, c'est-à-dire les signaux vendeurs, ça fonctionne également. C'est-à-dire que si vous arrivez dans la zone d'imbalance et que vous avez un gros signal vendeur, vous arrêtez d'acheter. On est bien d'accord? C'est-à-dire que si vous avez un signal d'acheteur qui se valide, un signal vendeur qui se valide avec un triangle à total, c'est terminé pour votre scalping à l'achat. On est bien d'accord? On va acheter la zone de demande jusqu'à ce qu'elle soit résistante. Dès qu'elle va devenir résistante, on passera vendeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Le scalping, en fait, il faut que vous compreniez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier la zone de demande. Là, on y est très clairement dans une zone de demande. Il faudra toujours le vérifier au carnet d'ordre pour être certain de limiter son risque au maximum. Et ensuite, on surveille à la fois la demande dans le carnet et les signaux techniques en 1 minute. C'est ça que vous suivez, 1 minute et 15 minutes. Si vous avez un signal ici en 15 minutes, vous commencez sérieusement à vous dire que ça pue le poisson pourri. Si ici vous avez des signaux en 1 minute, vous arrêtez de trader la zone d'imbalance à l'achat et vous commencez à passer à la recherche de vente. Dans cette zone-là, on va faire les deux, à la fois l'achat, à la fois la vente. On traite la zone de demande. On ne sait jamais réellement comment ça va se passer à la fin. Soit la zone va être résistante, elle va repartir brutalement dans l'autre sens et on va même aller chercher carrément l'autre zone de demande. Option numéro 2, la zone est traitée. On traite le volume, il n'y a pas suffisamment de résistance et ça passe. D'accord? Ça, on ne peut jamais savoir à l'avance. On le verra et je vous expliquerai comment le sentir, entre guillemets, au carnet d'ordre, avec des éléments de préférence le plus rationnel possible. C'est-à-dire je vous donnerai des règles, entre guillemets, à suivre de lecture de carnet d'ordre pour savoir comment on traite la zone d'imbalance. Est-ce qu'elle va être favorable à l'achat ou favorable à la vente? Comment vous pourrez sentir un peu le truc pour dire, bon, là, les ventes, je ne vais pas trop les prendre. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous vous mettrez vendeur de la zone d'imbalance que si elle produit un signal vendeur. Vous allez traiter à l'achat et des fois, ça va juste passer à travers, comme dans du beurre. Vous allez voir ici un gros paquet d'ordre en attente, puis le paquet d'ordre va être exécuté et on ne retracera jamais. Ça arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones d'imbalance en breakout. Là, ici, vous voyez bien qu'il y a une possibilité que ça break en 3 minutes, mais à mon avis, ça ne va pas être le cas. C'est-à-dire qu'ici, on va très probablement se retrouver sur une zone d'imbalance qui va causer un pullback derrière. Donc là, c'est bien la zone où normalement vous achetez, vous vendez. On n'est pas dans un contexte de breakout. Mais vous verrez que la stratégie, souvent, elle va vous amener sur une zone de demande qui a une très forte probabilité de breakout. Dans ces zones-là, vous pourrez trader uniquement dans le sens du breakout, surtout pas dans le sens inverse. OK ? Bref, donc je vous apprendrai à lire tout ça. Encore une fois, vous allez dire ça va être magique. Comment il a fait pour savoir qu'on allait avoir un pullback ici? Voilà. Bref, c'est juste du travail. Okay, encore une fois, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience que vous. Donc je ne suis pas magicien. Tous ces trucs-là, je les ai appris. Je vous les recrache et je vous apprends comment ça fonctionne. Mais encore une fois, voilà, il faut comprendre que je vous mets la barre très très haut et que me copier n'est absolument pas l'objectif ici. Ça demande beaucoup de travail. Ce ne sera pas facile non plus pour vous, mais encore une fois, rien n'est inatteignable. Il suffit juste d'être patient, méthodique, de se laisser le temps de réussir, et vous verrez que ce n'est pas une montagne à boire. Alors ça ne veut absolument rien dire ça, mais bref, voilà. Donc on va peut-être s'arrêter là en réalité, je suis en train de réfléchir à savoir si j'ai d'autres choses à vous dire. La partie la plus intéressante évidemment de cette série, c'est la prochaine, c'est la 3, mais il faut que je réouvre le compte futur. Donc j'ai déjà le lien de AMP. Je ne vous le donne pas encore parce que évidemment je vais attendre d'avoir fini la série pour que vous ayez gobé les informations avant de vous jeter dans la gueule du loup. Donc il y en a parmi vous évidemment qui ont déjà sauté les étapes, je le sais, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà commencé à ouvrir leur compte de trading futur, alors que je vous ai quand même bien spécifié qu'il valait mieux être patient et attendre que je vous forme correctement, plutôt que de faire n'importe quoi et d'y aller tout seul parce que vous avez envie et que vous êtes excité. Donc j'espère que la plupart d'entre vous ont été patients et ont su attendre que je vous prépare. Ça prendra encore quelques semaines. J'espère vous finir ça la semaine prochaine, comme ça je peux partir en vacances et vous laisser éventuellement commencer à travailler tranquille. Il faut savoir qu'une fois qu'on aura fait ça, le jeudi on fera une émission scalping. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ferai une émission par semaine où on fera du scalping ensemble. On préparera les zones, voilà, on fera l'analyse technique du scalping ensemble. Ok. Donc, comme d'hab, je vous rappelle quand même les avertissements nécessaires. Je sais que des fois, je passe pratiquement plus de temps à vous avertir
des risques qu'à vous donner réellement des contenus techniques et autres trucs du genre, mais je préfère sincèrement vous avertir des dangers plutôt que vous les découvriez vous-même. Donc je vous invite à bien comprendre que ceci n'est pas fait pour tout le monde, que réussir en scalping c'est très facile, mais que ce qui est difficile c'est de réussir à long terme, c'est de réussir à revenir toujours dans sa zone de confort systématiquement, sans faire n'importe quoi et ainsi de suite. Et que malheureusement le scalping c'est souvent très attractif au début parce que vous allez réussir et parce que ça va vous paraître facile, alors qu'en réalité la plus difficile des choses c'est d'éviter les 2-3 journées dans un an où vous allez ne pas respecter la stratégie. La stratégie est simple, la stratégie est logique, la stratégie a beaucoup de sécurité pour vous éviter des conneries, mais vous allez quand même les commettre et sachez qu'en scalping, les conneries ne pardonnent pas et que si en plus de ça vous ajoutez les biais de débutants type lutte et compagnie, vous vous pèterez les dents. Encore une fois, je vais vous donner juste quelques petits ordres de grandeur financiers. Un scalper gagne facilement 100 à 150% par an. Oui, ça vous paraît énorme. Et ça se fait sans risque, d'accord? On est bien d'accord, c'est-à-dire sans prise d'effet de levier complètement débile. Ça peut se faire sans problème, 100-150% par an. Pardon. Et voilà. Alors, ces chiffres-là, évidemment, comme je vous dis toujours, je vous confronte à la réalité. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'un trader professionnel fait en scalping. À partir de là, tout de suite, vous allez vous dire « Wow, putain, à côté de ça, c'est quand même un truc de ouf. Quand je pense à mon livret A qui fait moins que l'inflation ou mon PEA qui a du mal à décoller, vous allez vous dire « Putain, j'ai trouvé la solution miracle pour devenir millionnaire. » Non, encore une fois, ça, ce sont les scalpers professionnels, c'est-à-dire des mecs qui font ça depuis des années, qui ont bien optimisé la stratégie. Et encore une fois, même moi le premier, c'est ce que je faisais à l'époque et j'ai duré 1 an et demi. Et je vous rappelle comment ça s'est fini, je voulais quand même partager hier, je me suis fait craquer plus de 30% du compte en 3 jours. Donc le principe était de dire, si vous mettez l'un dans l'autre, j'ai eu beau faire 100% de rentabilité sur la première année, je me suis craqué 30% du compte derrière. Donc en réalité, à la finalité, l'argent que j'ai gagné en faisant du scalping était bien moins que 100%. Est-ce que vous comprenez le principe? Ce qui compte, c'est ce que vous obtenez à la fin. Donc si vous voulez gagner de l'argent rapidement, faire du 100, 120% et compagnie, sans prendre en compte les risques, pour que tout ça, ça finisse un jour avec un capotage complet où vous cramez votre compte, la finalité, c'est quoi? Vous avez cramé votre compte. Même si vous avez fait 100% de gains l'année d'avant et tout ça, on s'en fout. La réalité, c'est que vous finissez sans pognon. Et ça, malheureusement, c'est pas bon. Hein, c'est vrai, ça peut paraître stupide, mais gardez ça à l'esprit. Il faut toujours voir bien plus loin que ce que vous pouvez percevoir, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est que vous puissiez gagner du pognon à long terme. Gardez toujours cette vision long terme, parce que le problème avec le scalping, c'est que ça fera tout pour vous faire voir à court terme, vous faire gonfler l'ego et compagnie, et malheureusement, je vous dis, les risques sont clairement là, et vous ne les verrez pas, et ça pourra vous faire très mal si vous y allez un peu trop vite, mal préparé, si vous augmentez les leviers trop rapidement, parce que le problème, et voilà, j'y arrive, c'est combien ça coûte le scalping. D'accord? Alors c'est bien, maintenant on a les micro-lots, ce qui fait qu'aujourd'hui j'accepte de vous former au scalping parce que je connais la plupart des tailles de compte que vous avez quand vous commencez, et c'est normal, et il ne faut évidemment pas investir toutes ces économies quand on commence à trader. Donc, pour moi, le scalping, c'était pas possible. Le scalping sur futur, pour des particuliers, c'était pas possible. Parce que tout simplement, ça demandait accès à un capital que la plupart d'entre vous n'ont pas, et pour ceux qui l'ont, il ne faut pas investir ce capital quand vous apprenez. Donc, tout simplement, à l'époque, il fallait au moins 25 000 sur un compte de trading pour pouvoir faire du scalping sur un e-mini, c'est-à-dire déjà un mini contrat futur, sans utiliser un effet de levier dangereux qui vous coupera la tête tôt ou tard. Donc, c'était ça qu'il fallait, 25 000, et comme je vous dis, je ne pense pas qu'il faille investir 25 000 dans les marchés quand on apprend. Il vaut mieux investir des sommes qui se situent entre 2 et 5 000 grand max. 2 et 5 000, ça vous suffit pour apprendre, pour ressentir les émotions dans le marché. Et si vous avez la chance d'avoir 25, 50 000, 100 000 euros de capital, c'est pas grave, il vaut mieux mettre 5 000 et apprendre avec ça. Ça vous permet pas. En fait, mettre plus d'argent, ça vous permet pas d'apprendre plus vite. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que en faisant ce truc-là, vous avez une approche rationnelle, vous sécurisez votre capital, et si jamais ça se passe mal, vous cramez que 5 000. En scalping, 5 000, c'était complètement inimaginable. Aujourd'hui, ça arrive. D'accord? Aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a donc ces micro-lots qui arrivent, qui ont des taux de marge très faibles et qui appliquent des effets de levier qui ne sont pas totalement débiles. D'accord? Il faut savoir qu'un S&P 500,
d'accord, c'est 125 $ le point. C'est-à-dire le tick, pardon. C'est-à-dire que chaque tick coûte 125 $ sur le S&P 500. Il faut savoir que du coup, le E-mini, d'accord, c'est 25. C'est-à-dire c'est divisé par 5. Donc sur un E-mini, chaque mouvement de prix, c'est 25 $. D'accord. Le E-micro, celui que vous allez avoir ici, je vous dis n'importe quoi, attends, putain, je sais même plus combien c'est un S&P futur complet. Ouais, non, autant pour moi, je vous dis, mais le code risque, c'est le double tick qui fait ça. Bon, ça, c'est autre chose, hein, les scalpers connaissent ça, mais. Donc, c'est divisé par 2. Donc, c'est pas 125, c'est 62,5 le tick de 0,25. Donc, l'incrément de prix de 0,25 coûte 62,5 sur un lot S&P futur plein. Et ça coûte 12,5, d'accord? Donc, un cinquième de ça, 12,5 $ sur un e-mini. OK? Sur donc, en fait, il y a 3 niveaux. Donc, il y a le lot plein futur, le lot classique, le S&P 500 réel. Vous avez le S&P 500 e-mini, qui est le plus tradé, enfin qui était le plus tradé, puisque maintenant le micro est quand même assez liquide aussi. Mais donc voilà, le e-mini, grosse liquidité là-dessus. Et là, donc, on est effectivement à 12,50 le tick. D'accord? C'est-à-dire que 0,25, ça coûte 12,5. Okay, et en fait, là où je me plantais, voilà, c'est-à-dire un point de S&P 500, d'accord, sur le futur e-mini, donc la version réduite, c'est 50 $. D'accord, donc un point, 50 $ de S&P 500. Okay, donc il faut comprendre que ça demandait une immobilisation sur les comptes qui était assez importante pour traiter ne serait-ce qu'un lot. Hein, voilà. Alors que parfois, dans la stratégie, je vous apprendrai ici qu'il faudra des fois augmenter un petit peu le nombre de lots. Jamais on dépasse jamais grand-chose. Hein, voilà. Mais donc ça, je vous apprendrai tout ça. Alors, il faut bien comprendre que le I-micro, ok. Alors je vais aller vérifier les chiffres du coup pour pas redire de conneries. Voilà, désolé, hein, mais quand je m'embrouille comme ça, j'ai tout ce qui se passe dans ma tronche qui dit n'importe quoi, donc je préfère vérifier toutes les informations que de redire des conneries. Donc voilà, on est bien sur ça. Donc le E-mini multiplier, c'est-à-dire le point, là il ne parle pas de tick, il parle de point, c'est bien 50 $. Donc un tick qui est un quart de point, c'est un quart de 50 $, 12,5. Ok, on est bien d'accord. Jusque-là, tout le monde capte, d'accord. C'est toujours les mêmes ratios, hein, d'accord. Donc un point de S&P 500, putain merde, je vais y arriver, de S&P 500 lot futur plein, d'accord, pas le e-mini, c'est 250 $. Donc c'est 5 fois plus, donc c'est effectivement 62,5 $. Putain, on y arrive. Et le e-micro, c'est donc 5 $ le point, d'accord, donc 1,25 $ le tick. Là, vous captez que vous allez pouvoir faire du scalping, c'est-à-dire, comme je vous dis, ça dépendra de la volatilité sous-jacente du moment, mais ça, on verra ça dans les carnets aussi. Mais vous allez chasser, entre guillemets, par trade, d'accord, entre 5 et 10 ticks, d'accord. Donc, entre 2 et 2,5 points de S&P 500, pas plus que ça. Enfin, entre 1,5 et entre 1 et 2,5 points sur le S&P 500. C'est pas grand-chose, hein, encore une fois. Hein. Ça va très très vite. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les graphiques d'ailleurs. Mais voilà, il faut bien comprendre que du coup, les gains que vous allez réaliser, c'est du 5 à 15 $, d'accord, par trade. Okay, donc c'est pas grand chose, mais c'est surtout qu'il faut limiter la perte. C'est-à-dire que la perte, comme je vous dis, elle est supérieure au gain dans le scalping. C'est la différence suprême de la stratégie technique, c'est-à-dire qu'ici, on a un ratio gain-perte qui sera négatif. Alors oui, le scalping, c'est comme ça. Alors si ça ne vous plaît pas, bah, vous ne scalpez pas. Hein, je ne peux pas faire de miracle. Mais donc voilà, il faut bien comprendre ce truc-là. C'est-à-dire que ici, quand vous allez viser, vous voyez, les 2 points, par exemple, là, ils ont été faits. C'est-à-dire là, vous preniez le 2,8888, et ici, à 86, vous récupériez donc combien de ticks? 2 points, 2 fois 4 ticks, 8 ticks. D'accord? Là, vous récupériez un joli scalp, impeccable, 8 ticks, bim. Là, vous preniez donc 8 fois 1,25 $. Ah, c'est pas vendant, hein, encore une fois, mais ça, c'est pour un micro-lot. Évidemment, libre à vous d'en prendre 2, 3, selon la taille du compte. Et évidemment, au début, vous allez prendre le minimum syndical. Toujours 1, le temps de sentir les trucs. Oui, vous allez gagner à coup de 10 balles. Et alors ? Putain, il vaut mieux gagner à coup de 10 balles que de rêver de gagner 100 balles par minute et en plus de ça, cramer votre compte derrière. Ce qui est important, c'est la finalité. Vous vous formez, vous n'êtes pas encore en train de faire le job. Apprenez à vous former tranquille plutôt que de vous foutre une pression de dingue pour rien.
Donc là, par exemple, on aurait certainement eu deux ticks, on aurait bien vu cette zone-là, qu'on aurait pu prendre, alors celle-là probablement à la vente, parce que là, effectivement, on avait le TP, on l'aurait probablement pas pris, mais on aurait pris celui-là. Donc là, on aurait eu le premier scalp vendeur sur la zone d'imbalance, et tout ça, ça aurait probablement été fait à l'achat. C'est-à-dire que là, dès l'arrivée de la zone, on aurait probablement acheté ici, pris les 2 points, acheté ici, pris les 2 points, repris les 2 points à la vente, et là, il nous en resterait probablement, si je me plante pas, encore un. Il nous en resterait probablement encore un petit. Là, c'est probablement qui se trouverait par là, je pense. Il faudra voir dans le carnet. Hein. Je peux toujours pas, je suis pas miraculeux. Bon, après, je connais quand même mon job. Mais normalement, il nous en reste un à faire ici pour venir chasser le bas de la zone. Et après, la zone de balance aura été traînée. Enfin, la zone d'imbalance, normalement, sera traitée. Le volume sera plus là. Ce qui fait qu'on ne pourra plus traiter la zone en scalping. On l'aura faite, elle aura fait 5 trades. Voilà. Pas plus. OK ? Et là, par exemple, soit vous vous barrez de là, après vous attendez qu'on vienne traiter la zone inférieure, ainsi de suite. Vous attendez des zones dans lesquelles vous allez trader. Normalement, on va toucher 3 zones dans la journée. Je vous donne des ordres de grandeur. En moyenne, on fait 3 zones. 3 zones dans lesquelles vous allez réaliser, effectivement, allez, entre 5 et 6, allez, entre 3 et 10 ordres. D'accord ? Entre 3 et 10 ordres selon la zone de liquidité, la durée que ça mettra à traiter les ordres et tout ça. Et évidemment, c'est plutôt dans la session américaine que vous allez avoir le plus de bornes. Vous allez normalement avoir une borne de toucher le matin, d'accord, voire 2 si la zone européenne, si la session européenne est bien punchy. Et normalement, on en touche au moins 2 dans l'après-midi aux US, voire 3. Donc, une vraie bonne journée, vous allez pouvoir toucher 5 zones dans lesquelles vous allez toucher entre 3 et 10 ordres. Vous avez compris que, du coup, une grosse journée, ça va être 50 ordres. C'est vraiment une grosse journée en scalping 50. Hein. Une journée moyenne, ça va plutôt être effectivement de l'ordre de 20. Voilà, 15-20. Et une petite journée, des fois, vous exécuterez que 5-6 ordres. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, le principal, c'est que vous fassiez toujours le boulot comme il faut, proprement, sans changer les règles, sans chercher à triturer, sans chercher à faire de conneries, et ainsi de suite. Bon, là, c'est qu'il y a probablement déjà plus de demandes dans les carnets si on continue de baisser. Donc, j'en sais rien, encore une fois, toujours pareil. Il y a la partie technique de la stratégie. Là, on voit bien que ça s'épuise, on a déjà les TP, et ça, c'est la petite poussée à con. Si on a déjà exécuté tous les ordres en attente à 288 et qu'il ne reste plus rien ici à 87, eh ben, c'est même pas la peine. On ne remontera pas, et on aura trouvé la résistance, et on va repartir chercher les supports. On va retourner chercher la zone de liquidité, en gros, quoi. Ça, je vous expliquerai comment d'abord on applique la stratégie et comment on peut la rendre un peu plus agressive en tenant certains scalps en intraday. En tout cas pour des objectifs qui dépasseront les 7 à 8 ticks. Ça, ce sera pour les gens, évidemment, qui maîtriseront bien la stratégie. Au début, je vous donne le cadre. Le cadre, il faut l'apprendre, il faut l'appliquer. Une fois que vous l'appliquez, vous pouvez devenir un peu plus agressif. Donc je vous ferai peut-être une partie 5 dans ce cas-là, avec les différentes stratégies que vous pouvez, les différentes modulations de la stratégie que vous pouvez apporter une fois que vous maîtrisez au moins déjà les 4 premières étapes. D'accord, que vous arrivez à appliquer la stratégie technique. Et voilà, il y a des méthodes après pour considérablement augmenter ses gains en scalping, et notamment le fait de prendre un peu de risque en réinvestissant certains de vos gains en scalping, en laissant filer un ordre en intraday. C'est-à-dire sur des objectifs qui débordent largement vos objectifs de scalping. C'est-à-dire que vous ne viserez plus 8 ticks, mais sur un trade, vous essaierez d'en tirer 40, quoi. Voilà. Vous essaierez de tirer 10 points de S&P en intraday, et c'est tout. Okay. Là, par exemple, on est typiquement dans ces cas-là, où si là, il y a déjà plus de demandes ici et qu'on a tout traité, ça, c'est un gros échec de breakout, ça va revenir chercher la zone de volume ici, et là, vous pourrez tirer sans problème un bon, je sais pas, ça part de 80, combien on était, 87 jusqu'à 77, voilà, jusqu'à 79. Donc là, vous auriez facile 8 points de S&P 500 à tirer, et là, ça fait beaucoup plus. Voilà, 4 x 8, hein. Donc là, vous auriez 30 ticks à tirer sur un trade facile, mais ça, il faut toujours le voir au carnet d'ordre. Donc je vous apprendrai des modulations et des perfectionnements sur la stratégie, des pistes de personnalisation derrière. On fera peut-être ça dans une partie 5 plus tard. Voilà. Puis si j'oublie, vous pouvez me le rappeler, bien entendu. Mais voilà. Bref, là, on ne sait pas, donc on arrive sur le bas de la zone. Normalement, il me faut les volumes, hein, c'est toujours pareil. Si je n'ai pas la demande dans le carnet, je ne peux pas savoir en réalité. Donc là, vous voyez, je n'ai pas accès au nombre de lots qui sont en attente ici et là, donc je ne peux pas vraiment savoir si ici on est en bas de zone ou pas, et s'il reste un scalp aussi à faire. Voilà. Là, théoriquement, s'il y a une zone de demande encore ici, oui, ça va repayer ici pour aller la chercher. J'en sais rien, il me faut les volumes. Voilà. C'est important. C'est pour ça que je vous dis, cette partie-là, c'est ce qui vous permet de gérer le risque, tout comme en swing, vous n'allez pas prendre un swing si vous êtes contre la macro. Hein. Si la macro, elle est en train de s'améliorer et que vous êtes en train de chercher des ventes, ce n'est pas le moment de vous dire les ventes, il faut les tenir. Ce sera peut-être des ventes contre-tendance, mais rien de plus que ça. Hein. C'est la raison pour laquelle, je vous fais la parallèle, on va rester
sur le S&P, d'ailleurs, voilà, pourquoi aujourd'hui on peut vendre le S&P 500 en swing? Parce que la macro se dégrade sérieusement et que ça sent le soufre, quoi. Pourquoi tous les glands permabères là, qui vendaient le S&P 500 ici à dire ça va cracher, les QE c'est de la merde, alors qu'on était en plein cycle de croissance économique, c'était complètement débilos de chercher des ventes ici. Donc tout comme en swing, on est obligé de prendre en compte la macroéconomie et les cycles macroéconomiques de long terme pour faire des choses, d'accord? Là on sait bien qu'on est en cycle de distribution, évidemment ici on cherche des ventes. Ça ne veut pas dire que les ventes vont réussir, mais ça veut dire qu'ici on peut vendre sans être un compte permabère. Par contre vendre ici, c'est complètement crétin. Ici, personne ne vend les marchés. Ça ne sert à rien. Ici, les gens, ils ont acheté les creux et ils laissent la tendance se mettre en place. Donc là, ici, chercher ce qui ne va pas, c'était débile. Traiter des signaux vendeurs, c'était complètement crétin. Même chose qu'ici, quand les mecs ils étaient en train de flipper sur la crise en zone euro. Bah oui, c'est bien, ça faisait des pullbacks et il ne fallait pas hésiter à payer ces pullbacks. Voilà. Donc très important que vous compreniez bien ça. D'accord? C'est extrêmement important. La macro, c'est ce qu'on utilise pour filtrer et pondérer ces informations techniques quand on fait du long terme, du moyen long terme. À court terme, on est obligé d'utiliser le carnet d'ordre pour filtrer et pondérer les informations techniques que vous trouverez ici. Ok? Ça, je vous l'apprends dans la prochaine vidéo. Ici, on va s'arrêter là pour qu'elle ne dure pas 3 plombes non plus. Donc, c'est la même stratégie que la stratégie intraday dans son application. Vous devez impérativement savoir identifier vos contextes. Si vous ne savez pas le faire, vous êtes dans la merde. Je vous recommande de le faire en 15 minutes au début parce que c'est moins agressif. Ceux qui voudront être plus agressifs pourront le faire aussi en 3 minutes pour trouver plus de zones à traiter. Après, il faudra perfectionner votre lecture du carnet. Vous aurez d'autres options, comme je vous dis, de laisser filer des ordres intraday derrière, enfin sur des objectifs un peu plus longs pour maximiser vos stratégies, pour maximiser la rentabilité de vos stratégies. Vous aurez la possibilité même de le faire carrément en swing, c'est-à-dire quand je vous dirai on est sur une zone swing et sur un reverse swing par exemple, bah, si vous faites du scalping là-haut par exemple, vous pourrez laisser traîner un ordre en intraday et laisser traîner un ordre en swing pour viser carrément le repli jusqu'au 23%, ce qu'on s'est fait ce matin. Voilà. Je vous les avais donnés ces objectifs-là quand même, c'était pas... merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hein, voilà. Donc vous pourrez après essayer de maximiser la rentabilité de votre stratégie. Voilà, attendez que les fibos se mettent en place. Voilà, vous voyez, c'est pas magique ce matin, on est venu chercher le Fibo 23.6 et c'est ce que je vous ai donné comme objectif. Bon, moi j'ai déjà sécurisé hier, mais voilà, l'objectif a été fait, donc là il y avait forcément un TP à faire, le prochain c'est 38.2, voilà. Vous connaissez vos stratégies swing, si vous voulez essayer de taper un peu sur tous les time frames, c'est possible, mais concentrez-vous toujours sur l'essentiel. Vous voulez faire du scalping, apprenez d'abord à maîtriser le scalping, après vous apprendrez à laisser courir vos ordres en intraday, voire sur des UT swing si vous êtes un peu chaud du gland par moment. Mais je vous donne quand même 2-3 astuces aussi. Dites-vous que tous les scalpers que j'ai vus essayer derrière de laisser tirer des ordres en swing, généralement ils n'arrivent pas à le faire bien longtemps. Tout simplement parce que ça ne correspond pas à la psychologie. Cherchez votre zone de confort. Une fois que vous la trouvez, si vous êtes fait pour être scalper, restez scalper. Concentrez votre énergie sur ce que vous faites le mieux, le scalping. N'essayez pas nécessairement de vous mettre à faire du swing parce que les autres font du swing et compagnie. Je vous rappelle que le trading, c'est vous contre vous-même. Si vous commencez à vous mesurer aux autres, vous perdez par avance. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à strictement à rien de se comparer aux autres. C'est une bataille de vous contre vous-même. Si vous allez sur les réseaux et vous dire « Ah ouais, c'est vrai que lui, il a l'air balèze, il montre tout le temps des gros gains et compagnie », toujours pareil, vous faites quoi? Vous êtes en train de vous comparer soit à un mec qui a beaucoup plus d'expérience que vous et la bataille, elle est clairement déséquilibrée, soit tout simplement le mec est un mytho et en plus de ça, vous êtes en train de vous comparer à un mec qui triche. Donc c'est complètement débile. Dans tous les cas, vous ne gagnez rien à essayer de vous comparer. Essayez simplement par contre de vous inspirer. Ça c'est beaucoup, 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 beaucoup plus formateur. Prenez des choses, un peu chez moi, un peu à droite à gauche. À la base, rappelez-vous qu'il vaut mieux vous focaliser sur une personne, le temps de bien apprendre sa stratégie. Donc quand vous travaillez avec moi sur cette formation scalping, encore une fois gratos, je pourrais franchement vous la vendre, et je pense que le contenu que je vous donne est de bien meilleure qualité que certains que vous vendent parfois bien très cher. Mais donc voilà, si vous travaillez ça, on le travaille ensemble. Sachez que ça prend, comme tout, entre 2... Alors le scalping, ça va plus vite. Le scalping, sérieusement, normalement, ça mettra entre 1 et 3 mois pour que vous captiez la stratégie technique. Tout simplement parce que vous tradez plus, donc vous pratiquez plus, donc vous apprenez plus vite. Mais si vous croyez que vous avez capté le scalping et que vous avez maîtrisé ma stratégie en 2 semaines, peu probable. C'est quand même minimum 1 mois à 3 mois et la moyenne se situe plutôt justement dans la partie haute. Donc, on va dire quelques mois pour apprendre ça.
une fois que vous apprenez, que vous maîtrisez, que vous avez compris le truc, c'est-à-dire que vous l'avez répété tellement de fois que les schémas décisionnels deviennent mécaniques, c'est-à-dire que vous réfléchissez pratiquement plus avant d'appliquer les règles, vous les faites de manière quasi instinctive, super. Bah, à ce stade-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir ailleurs, vous vous cultivez, vous essayez d'épicer un petit peu le truc et de personnaliser le bousin. Mais tant que vous ne maîtrisez pas la partie technique de la stratégie, c'est même pas la peine d'essayer d'aller voir un autre mec. Parce que vous allez faire ce que font tous les débutants, c'est-à-dire que vous allez regarder ce que moi je fais, vous allez regarder ce que Benoît fait ou ce que n'importe quel autre scalper que vous allez suivre fait, et vous allez comparer. Vous allez dire, ah putain, lui il est bon aujourd'hui, donc je vais chez lui. Et puis le lendemain, c'est moi qui me trompe et c'est l'autre qui a raison, et vous allez dire, ah mais du coup non, c'est l'autre qui est mieux. Donc tous les jours vous allez balancer, vous allez faire la girouette. Le pire des trucs à faire. Parce que mécaniquement, vous allez comparer les deux stratégies pour dire, alors c'est laquelle la meilleure, du coup vers laquelle je m'oriente. Non, on en apprend une. Ensuite, éventuellement, vous vous focalisez sur l'apprentissage de la stratégie de quelqu'un d'autre, et après, vous faites le mix. Ok? C'est très important que vous compreniez ça. Il faut construire des bases. Pour pouvoir construire des bases, il faut comprendre les stratégies des personnes qui vous les apprennent, et si vous voulez les comprendre, il faut y être pleinement dédié. Après, il faut apprendre à vous détacher. Une fois que vous avez compris la stratégie, il ne faut pas rester à suivre le mec pendant 107 ans. Sinon, le mec, il est là à vous abonner, il est là à vous garder et compagnie. Toujours pareil, évitez de rester sous l'emprise d'une personne. La personne, elle doit vous accompagner, mais elle ne doit pas vous mettre la laisse autour du cou. D'accord? C'est vraiment important. Il y a beaucoup de formateurs en scalping. Certains sont compétents, certains ne le sont pas. Ils pourront normalement tous vous apprendre des choses intéressantes, mais faites attention, à chaque fois qu'on vous met la laisse autour du cou, ça pue. Voilà, ça pue. Donc c'est pas bon. Il faut toujours que voilà, vous preniez ça, soit vous êtes rationnel et vous êtes capable d'empêcher qu'on vous mette la laisse autour du cou, et vous gardez toujours cet objectif d'indépendance en vue, et c'est absolument impératif que vous gardiez toujours ça comme votre objectif final. Pensez long terme, pensez pas court terme, vous dites pas que ça y est, vous avez gagné depuis 2 mois en scalping, vous êtes un putain de dieu et vous pouvez construire votre vie autour de ça. Non, réfléchissez toujours, est-ce que vous prenez pas des risques un petit peu trop forts? Est-ce qu'il n'y a pas des risques cachés que vous captez pas encore? Augmentez toujours vos leviers tout doucement, vous commencez tout en bas, mais si vous vous dites, allez, ça fait 2 mois, c'est parti, maintenant gagner 10 balles, ça me casse les couilles, je multiplie 4 lots, je prenais un lot, j'en prends 4, vous allez voir que d'un coup, ça fait aussi x4 sur l'amplitude émotionnelle et que vous allez déclencher les stress irrationnels, vous allez prendre des décisions débiles et vous allez retomber dans des biais débiles et comme je vous l'ai dit, la moindre erreur en scalping, elle va vous coûter 4 fois plus cher. Donc c'est très important que vous compreniez ça. La méthode, la logique, garder un objectif en vue, la patience et surtout, y aller doucement. Voilà. Et si vous captez ça, franchement, voilà, normalement, en 1 an, vous pouvez être stable derrière en trading. Ça va plus vite que l'intraday, oui. Ça va plus vite que le swing trading, oui. Mais par contre, il y a très peu de gens qui survivront au-delà d'1 an. On est bien d'accord ? Ça peut être une porte d'entrée très sympathique, gardez-le à l'esprit. Ça peut être une bonne expérience de commencer par le scalping. Mais si vous n'êtes pas fait pour ça, vous allez perdre 1 an. Comme je l'ai fait. Donc, gardez et rationalisez bien l'objectif. Est-ce que vous avez réellement besoin du scalping? Est-ce que vous pensez que c'est fait pour vous? Si vous pensez que oui, bah, reprenez les règles qu'on a vues hier dans la partie psychologique. Est-ce que vraiment, objectivement parlant, vous ne traînez pas trop de biais négatifs pour le scalping? Si vous pensez, bah oui, tentez l'expérience, franchement c'est cool, et je vous dis, d'où pire tout ce que vous risquez normalement si vous faites ça bien, c'est juste de perdre un peu de temps dans l'apprentissage de stratégiste, dans la recherche de votre zone de confort. Et dans ce cas-là, bah, vous allez passer par le scalping et ce sera qu'un passage, une porte d'entrée. Mais ce sera déjà pas mal, ça vous aura appris la gestion du risque et tout ça, quoi qu'il arrive, vous l'utiliserez dans tous les cas, dans peu importe quelle sera votre zone de confort. Donc c'est pas non plus un temps intégralement perdu, mais qu'on soit bien d'accord, si vous voyez que vous avez très peu de probabilité d'évoluer dans le scalping à moyen long terme, allez pas spécialement perdre du temps, allez faire de l'intraday et focalisez-vous dans ce cas-là sur l'apprentissage d'une stratégie intraday. Voilà. C'est une bonne conclusion pour cette deuxième partie. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, si j'ai eu le temps de rouvrir les comptes futurs, mais ça devrait être fait sans trop problème. Et la semaine prochaine, on regarde le carnet d'ordre et on fera une partie 4, peut-être la semaine prochaine aussi, je ne sais pas, sans promesse, où on commencera à appliquer, c'est-à-dire on fera la première session de live en scalping.